Merci, moi je suis très heureux, je vous remercie de l'organisation, c'est sympa d'être ici pour les 20 ans. Alors est-ce qu'il y en a qui sont venus depuis 20 ans là? Qu'est-ce qui peut lever la main? Ah, c'est pas mal, il y a quelqu'un qui lève la main, c'est sympa. Voilà. Alors ce soir, effectivement, nous allons échanger sur, je dirais, quelque chose qui nous concerne tous. En fait, peut-être certains ne s'en rendaient-ils pas compte jusque-là, mais l'été dernier les a un peu sensibilisés. Hein. Je lisais Le Monde en venant ici, 11 000 morts, 11 000 décès supplémentaires cet été à cause des vagues de chaleur en France, 25 000 en Europe. Ce réchauffement climatique, où en sommes-nous? Alors, j'ai bien aimé François parce que, disons, dans ton introduction, je crois que c'est important effectivement de revenir aux bases de ce que nous vivons en termes de réchauffement climatique, de vous redire presque à regret que ce n'est pas une surprise. D'abord, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité dans l'atmosphère, là où nous vivons. Vous voyez, les 7 dernières années ont été les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. Donc voilà, les températures, là, c'est bien sûr jusqu'à 1850 et vraiment toutes les dernières années ont été parmi les plus chaudes depuis 150 ans. Donc sur les 20 années les plus chaudes, il suffit de remonter jusqu'à 1998. Alors pourquoi ce n'est pas une surprise? Tout simplement parce que par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère. Alors il y a beaucoup de façons de modifier la composition de l'atmosphère, mais je vais me focaliser sur l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, une belle journée comme aujourd'hui, là, le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés. Il y a une partie qui est absorbée dans l'ultraviolet, heureusement, parce que sans ça pose des problèmes de santé, grâce à la couche d'ozone. Mais une fois que ce rayonnement solaire est réfléchi à la surface de la planète, sur le chemin du retour, il y a une partie de ce rayonnement qui est absorbée par toute une série de composés, ceux qu'on appelle gaz à effet de serre. En fait, dans l'atmosphère, dès que vous avez une molécule gazeuse avec plus de 2 atomes, ça vibre et c'est pratiquement à effet de serre. C'est un peu simpliste, mais en gros, ce qui n'est pas à effet de serre dans l'atmosphère, c'est ce qui en est les 2 composants principaux, oxygène et azote, voilà, les gaz rares. Mais autrement, par exemple, dès qu'on parle de l'ozone, c'est un gaz à effet de serre. Il y a 3 atomes, c'est 3 atomes d'oxygène. Et le premier gaz à effet de serre, celui qui contribue le plus à l'effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Alors, la vapeur d'eau, on n'en change pas directement la quantité dans l'atmosphère. C'est un point très important. On en tient bien sûr compte, mais par exemple, ce ne sont pas parce qu'on me demande des fois, mais les traînées d'avion, est-ce que ça ne va pas changer la quantité d'eau dans l'atmosphère? Non. L'irrigation non plus. Elle se modifie indirectement. Par exemple, l'océan se réchauffe, donc il y a plus d'évaporation. On a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère actuellement qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est mesuré parce que la température de l'océan est plus élevée, il y a plus d'évaporation, mais ce n'est pas un effet direct de nos activités, c'est indirectement. Ce n'est pas le cas pour toute une série d'autres composés, dont les 3 principaux vous sont familiers, ou à beaucoup d'entre vous. Le premier, c'est le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, CO2, et c'est à chaque fois en fait qu'on brûle du fossile, alors du gaz, du pétrole, du charbon, mais aussi du bois. Simplement, dans le cas du bois, quand la végétation se reforme, le carbone qui a été libéré sous forme de CO2 est réabsorbé. C'est pour ça qu'on dit que c'est neutre, mais il faut bien sûr il faut être attentif. Et puis aussi, quand on émet du CO2, quand on fabrique du ciment. Voilà, donc, en fait, les chiffres de 2021, 37 milliards de tonnes de CO2 liés aux combustibles fossiles, c'est 60% du total de l'effet de serre, de l'augmentation de l'effet de serre, 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment. On a à peu près 45 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère chaque année.
Alors, il faut aussi tenir compte des autres composés à effet de serre. Le méthane, ça c'est à chaque fois que la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène. Ça va être dans les rizières, ça va être dans un tas de fumier, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais aussi dans la panse des ruminants ou dans une déchetterie. Donc voilà, la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène et on ajoute à peu près. Et puis le troisième, le protoxyde d'azote, N2O, c'est largement 82% lié disons, à l'agriculture, largement à l'utilisation des engrais. C'est-à-dire que les engrais, quand ils ne sont pas, disons, assimilés, eh bien, ça contribue à des émissions de protoxyde d'azote. Et pour ces autres composés, alors il y a aussi les fréons, donc tous les composés où il y a des atomes de chlore et de fluor qui sont généralement, qu'on a fabriqués, qui peuvent ne pas être naturels. Tous les autres sont présents naturellement. Et donc on arrive à peu près à 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Donc on tient compte du fait que, disons, le méthane, le protoxyde d'azote n'ont pas les mêmes propriétés optiques, n'ont pas les mêmes capacités d'absorption du rayonnement qu'une molécule de CO2. C'est bien pris en compte dans ce décompte. On arrive à 60 milliards de tonnes. Et alors, le point qui est... Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas l'effet de serre qui est un problème. Sans effet de serre, nous ne serions pas là. Donc, sans effet de serre, la température de la planète serait de moins 18, moins 20 degrés. Donc, c'est son augmentation. Et en fait, par disons, la modification de la composition de l'atmosphère, dont nous sommes responsables collectivement, bien entendu, depuis maintenant le début de l'ère industrielle, le milieu du 19e siècle, eh bien, a provoqué en gros une augmentation de la quantité d'énergie disponible d'à peu près 1%. Donc on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Alors il faut tenir compte du fait que la pollution au sens trivial du terme, contrecarre une partie du réchauffement lié à l'effet de serre. La pollution automobile, la pollution, disons, industrielle, voilà, donc ça provoque plutôt un léger refroidissement, ça contrecarre pour 20%. L'un dans l'autre, on a vraiment augmenté le chauffage de 1%. Alors, il y a ceux qui disent 1%, c'est pas grand-chose. Mais le fait, c'est que c'est ce 1% d'énergie supplémentaire qui fait que, eh bien, le réchauffement de 1 degré que nous vivons actuellement depuis 150 ans, la température moyenne de la planète a augmenté de un peu plus de 1 degré, eh bien, est bien dû aux activités humaines. Alors, un point important, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé dans l'atmosphère, à peu près. En fait, l'essentiel va dans l'océan. Plus de 90% de cette chaleur supplémentaire, vous avez bien compris le mécanisme, on a plus de chaleur disponible, on en utilise un petit peu pour réchauffer l'atmosphère, mais l'essentiel va dans l'océan. Donc c'est dans l'océan qu'il faut aller voir ce qui se passe. Et là, c'est vraiment extrêmement clair. Donc il y a cette élévation du niveau de la mer, donc on est entre 3 et 4 mm chaque année. C'est 2 fois plus rapide qu'au XXe siècle, c'était entre 1 et 2 mm. Et de ces 3 à 4 mm chaque année, il y a 1 mm à peu près qui est dû à l'océan se réchauffe, il se dilate, donc c'est ce qu'on appelle l'expansion thermique, c'est un phénomène très simple. Et puis depuis maintenant, enfin disons, il y a aussi une contribution des glaciers, alors on va parler des glaciers continentaux, évidemment pas de la glace de mer, mais des glaciers continentaux. Bon, les Alpes, mais c'est un tout petit fifrelin. Et par contre, eh bien, l'Himalaya, les grands glaciers, les Andes contribuent à peu près pour 1 mm chaque année. Et puis, depuis une trentaine d'années, les grandes calottes glaciaires, donc moi je me suis beaucoup intéressé aux régions polaires, les grandes calottes glaciaires, alors au nord, le Groenland, et au sud, l'Antarctique. L'Antarctique, c'est 3 km de glace en son centre, la superficie de l'Europe, il faut bien comprendre. Et donc ces 2 calottes glaciaires contribuent de plus en plus d'ailleurs à l'élévation du niveau de la mer. Il y a une fonte du Groenland, il y a une accélération de la formation des icebergs, et donc l'élévation du niveau de la mer est amplifiée par, disons, c'est presque la moitié, disons, ce qui est lié aux glaces, c'est largement les 2 tiers
de l'élévation du niveau de la mer. Donc on a, pour faire simple, dans cette élévation du niveau de la mer, un double témoignage du réchauffement, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc le diagnostic, et là donc les rapports du GIEC, nous en sommes 6 rapports du GIEC, et moi je me suis impliqué pendant, entre 1994 et 2015, donc maintenant c'est ma collègue Valérie Masson-Delmotte, également glaciologue, qui s'y implique beaucoup, et qui a été extrêmement active dans ce 6e rapport du GIEC. Donc je vais beaucoup m'appuyer sur ce 6e rapport du GIEC pour dire où nous en sommes collectivement. Alors on va regarder aussi sur la France. Eh bien, on a, disons, le réchauffement est de un peu plus de 1 degré. Donc on l'explique entièrement par nos activités. C'est une certitude, le réchauffement que nous vivons actuellement est lié à nos activités. C'est un diagnostic très clair. On parle bien de certitude. Et c'est même l'hypothèse la plus probable, c'est que l'ensemble du réchauffement, on explique complètement le réchauffement par nos activités. On ne peut expliquer, disons, qu'un dixième de degré par les variations naturelles du climat, par exemple l'activité solaire. Donc, voilà, c'est très clair. Alors, il y a une autre chose qu'on attribue, et donc là, on s'appuie surtout sur la température moyenne. Alors, on attribue l'augmentation de la température moyenne à nos activités, on attribue l'élévation du niveau de la mer et son accélération à nos activités également. Mais ce qu'on attribue, et ça c'est la première fois que nous le faisons collectivement, disons de notre communauté, ce qu'on en attribue aussi à nos activités de façon quasi certaine, à plus de 90 chances sur 100, eh bien c'est l'intensification des événements extrêmes. En tout cas pour ce qui concerne les vagues de chaleur qui deviennent soit plus intenses, soit plus fréquentes. Alors là, vous voyez, vous avez donc une planisphère, c'est un peu schématique, mais je crois qu'on reconnaît. Donc quand on regarde nos régions, en fait Europe de l'Ouest et pourtour méditerranéen, donc toutes les régions qui sont en rouge ou en rose, enfin bon, voilà, qui sont colorées, ce sont des régions où on observe une intensification des vagues de chaleur. C'est pratiquement partout. Vous voyez donc. Et quand il y a 3 étoiles, c'est qu'on peut attribuer cette intensification de façon quasi certaine à nos activités. Donc, vous voyez, c'est le cas de l'Europe de l'Ouest, le cas du pourtour méditerranéen. Des fois, il n'y a que 2 étoiles, on est un peu plus prudent dans certaines régions, mais vous voyez, on attribue vraiment désormais autour de la Méditerranée, en Europe de l'Ouest, voilà, c'est attribué à nos activités. Très longtemps, on a été prudent, c'est-à-dire quand on parlait des vagues de chaleur, je disais toujours, ça se passe comme on s'y attend. Ça ne veut pas dire qu'on les attribuait. On regardait ça plutôt dans l'autre sens. Mais c'était vraiment le cas. Alors, un point qui est important maintenant, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, en termes de réchauffement moyen, de rythme de réchauffement, 2 dixièmes de degré par décennie actuellement, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, mais aussi, d'intensification des événements extrêmes, c'est vrai aussi pour les pluies torrentielles, c'est ce que notre communauté envisage depuis une trentaine d'années. Donc, il ne faut pas être surpris. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce qui est écrit, de façon assez large, évidemment, c'est ce qui est anticipé par notre communauté dans les rapports successifs du GIEC. Ça doit nous inviter, c'est-à-dire que notre communauté a été capable, même si on ne lui a pas reconnu, il faut bien reconnaître qu'on ne lui a pas accordé beaucoup de crédibilité, mais notre communauté a été capable, il y a 30 ans, d'envisager correctement, au cours des 30 dernières années, l'évolution future du climat. Ça nous invite, je crois quand même, à accorder de la crédibilité à cette même communauté pour ce qu'elle nous annonce, ce qu'elle envisage à l'horizon des 2050 et au-delà. Donc c'est un peu ça. À un moment, il faut arrêter de dire « oui, mais ils se trompent peut-être ». À un moment, il faut peut-être se mettre dans la peau de quelqu'un qui se dit « ils ont peut-être raison ». C'est quand même ça le message clair de ces 30 dernières années. Alors, évidemment, pour regarder ce vers quoi on va, eh bien, comme on sait que ça dépend de nos émissions de gaz à effet de serre, il faut faire des hypothèses. Alors, dans ce rapport du GIEC, dans le 6e, eh bien, on fait des scénarios
Alors il y a 2 scénarios émetteurs. Si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on fait quelque chose, on commence. 2 scénarios sobres et un scénario intermédiaire. Là, je vais vous parler des scénarios émetteurs et vous voyez donc des conséquences principales. Alors je ne vais pas passer trop de temps, hein, j'espère qu'on aura beaucoup de temps pour échanger. Donc de ces scénarios émetteurs, vous voyez, en gros, on va vers 4 à 5 degrés. Ça vient du 5e rapport du GIEC, mais ça reste tout à fait exact, hein. Donc ça donne, disons, on a classé les conséquences, j'aime bien cette présentation, en 5 grandes catégories. Et vous voyez donc avec un niveau de risque, il n'y a pas de surprise, quand on est le scénario émetteur, vous voyez, j'ai fait la barre à plus 4 degrés, eh bien, le niveau de risque est élevé ou très élevé, quel que soit en fait le type de conséquences vers lequel vous vous tournez. Si vous êtes à plus 4, plus 5 degrés, eh bien, le risque est très élevé. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, par exemple, un premier point, c'est l'acidification de l'océan. Ça n'a rien à voir avec l'effet de serre, mais ça a à voir avec le CO2. 45 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année, enfin, disons l'an dernier ou à peu près. Il n'en reste que 20 milliards dans l'atmosphère. Il y a à peu près 25 milliards qui vont dans l'océan ou dans la végétation, qui sont absorbés sur le continent ou dans les océans. Alors, pour les océans, c'est vraiment à leurs dépens. Donc, parce qu'à peu près 10 milliards de tonnes, ou enfin, ça peut être 15, ça varie d'une année sur l'autre, mais c'est un acide faible, et donc l'océan s'acidifie. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle, et en cas de scénario émetteur, son acidité aurait doublé par rapport à la fin du siècle, par rapport au début du XXe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes d'aujourd'hui, alors il y en a quelques-uns ici, merci d'être là, pourront toujours aller se baigner. C'est un acide très faible. Mais tout ce qui se forme de calcaire, de calcite, eh bien, a plus de mal à se former. Et ça se sent déjà. Ça va des coquilles d'animaux marins qu'on aime bien, les huîtres, tout ce qu'on aime bien. Ça va aussi, toutes les ressources halieutiques sont un peu touchées. Mais là où c'est extrêmement, disons, catastrophique, et ça peut l'être déjà, alors, ce sont les récifs coralliens. Je veux dire, pour les récifs coralliens, c'est quelquefois la double peine, sinon la triple peine. Ils n'aiment pas les changements de température parce qu'ils sont habitués à une plage de température extrêmement étroite, donc ils n'aiment pas ça. Donc ils peuvent peut-être s'adapter, mais généralement ils blanchissent et l'acidité ne les aide pas. Et très souvent, et c'est le cas de la barrière de corail par exemple, il y a plein disons, de rejets de nos activités sur la Terre, par exemple. Voilà, simplement les engrais, ce qui reste, disons, les algues, enfin, voilà, les nitrates qui vont dans l'océan, les phosphates, tout ce qu'on y met, eh bien, disons, c'est vraiment aussi difficile. Donc, les récifs coralliens, en fait, risquent d'être complètement affectés au-delà de 2 degrés. L'acidification y joue un rôle. Les extrêmes climatiques, j'y reviendrai, donc elles vont s'intensifier. Des phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer, j'en dirai aussi quelques mots. Il faut aussi regarder la nature qui nous entoure. On oublie Là, quand on parle d'ailleurs, j'ai joué ce jeu-là. Quand je vous ai commencé à vous parler du réchauffement climatique, j'ai donné ces statistiques de 11 000 décès supplémentaires en France. Mais c'est très difficile aussi, disons, pour toute la nature qui nous entoure. Pour le bétail, pour les animaux domestiques, pour les animaux sauvages, pour la flore, pour la faune. À plus 5 degrés, la vitesse de déplacement des zones climatiques serait telle que presque la moitié des espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Je me place toujours dans un cas extrême, il faut bien. Et on voit bien que ça leur serait très très difficile de s'adapter. Le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité. Dans ce cas-là, ça risquerait de devenir la première. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Bien sûr, les populations, alors voilà, on va parler de mouvements de population, de ressources en eau, d'insécurité alimentaire, voilà, de problèmes de risque de conflit. Tout ça, c'est bien documenté dans les rapports du GIEC. Je vais vous montrer quelques exemples, pas surtout, mais peut-être que le point principal, en tout cas pour moi, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc, en fait, ces inégalités, elles sont vraiment inscrites, elles sont dans les émissions. Par exemple, les 10% les plus riches émettent pratiquement pas loin de la moitié des émissions de gaz, enfin, sont responsables de la moitié des émissions, pas loin. Donc,
Les plus riches, ça veut dire les personnes. Il peut y avoir des personnes riches dans des pays relativement, disons, pas forcément très riches eux-mêmes. Mais en tout cas, dans ces pays aussi, il y a une différence entre pays en voie de développement qui sont généralement très vulnérables. Il faut bien comprendre que pour certains d'entre eux, il y a déjà une vulnérabilité parce que le climat dans lequel ils sont n'est pas très favorable au développement. C'est déjà à la limite. Donc on comprend bien que ces pays-là, l'Afrique, un réchauffement moyen de 5 degrés, l'Afrique prend 5 degrés. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc voilà, même peut-être un peu plus. Voilà. Donc ces risques d'accroissement des inégalités, c'est dans les émissions, mais aussi dans les conséquences, par exemple. Et moi, je me suis intéressé à ces aspects qu'on regroupe sur le générique de justice climatique. C'est en fait une injustice climatique, c'est-à-dire que les plus modestes sont moins à même de faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Je donne toujours un exemple qui m'est un peu personnel. On vit à Paris sous les toits, mais bon, voilà, l'été, on n'y reste pas parce que c'est vraiment très chaud au moment des vagues de chaleur. Vous me direz que cet été, comme on est breton, on n'a pas non plus été tellement favorisé. Il faisait 40 degrés quand même à Rennes, et ça, c'est exceptionnel. Voilà. Donc finalement, quand vous regardez, c'était assez surprenant cette année, c'est-à-dire que la vague de chaleur était vraiment déplacée vers l'ouest par rapport à ce qu'on attend finalement. Voilà, en général. Donc des inégalités, mais il y a aussi des inégalités dans des mesures qui peuvent être proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. C'était le cas, prenons le cas de la taxe carbone en 2018, dont on envisageait l'augmentation. Disons, voilà, donc je pense, en fait, l'augmentation envisagée était très rapide parce qu'il fallait renflouer les caisses. Ça ne s'est jamais mis en place parce qu'il y a eu ce sentiment d'injustice. Et en fait, cette augmentation de la taxe carbone, si elle avait été mise en place, alors en absolu, évidemment, ça affecte plus les hauts revenus. Ce sont les hauts revenus qui émettent le plus, donc en termes absolus, c'est eux qui auraient le plus été touchés par l'augmentation de la taxe carbone. Mais en termes relatifs, par rapport aux revenus, eh bien, les bas revenus, le dernier décile, auraient été 3 fois plus affectés que les hauts revenus. Je dis bien en termes relatifs. Et donc ce sentiment d'injustice, qui finalement est, je crois, au départ du mouvement des Gilets jaunes, est bien réel face à cette... Donc voilà, on peut aussi avoir des injustices dans les mesures prises ou dans les mesures d'adaptation. Voilà, donc c'est tout cela auquel ils font penser. Il y a vraiment un lien très fort. On ne peut pas isoler ce réchauffement climatique de l'ensemble de l'évolution de nos sociétés. C'est ça le message. Bon, il y a des aspects économiques, il y a des aspects sociaux, sociétaux, culturels, et c'est ça qui est important. Donc quelques exemples maintenant. Alors, donc là, je me suis appuyé sur le 5e rapport du GIEC. Le 6e est très clair pour ce qui concerne les conséquences. Disons la conclusion, nous sommes certains que le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité et la nature qui nous entoure. Et il nous reste peu de temps pour agir. Ça, c'est très clair. Donc, les messages sont très clairs. Alors, on peut ne pas les... Je sais que les gens qui sont venus ici sont plutôt des gens qui comprennent cela, mais on peut ne pas les accepter, mais c'est malheureusement une réalité. Quand on voit cela, disons, pour nous, c'est pas un jeu. Je veux dire que c'est une menace pour l'humanité, ça se traduit réellement à différents niveaux. Bon, des exemples. Alors, les vagues de chaleur. Donc, voilà, on va parler là d'une vague de chaleur dont avant que le réchauffement se mette en place, elle survenait tous les 10 ans en moyenne. D'ores et déjà, c'est plutôt 3 fois tous les 10 ans. À plus 2 degrés, ce serait 4 fois. À plus 1,5 degré, 4 fois. À plus 2 degrés, déjà 6 fois. À plus 4 degrés, ce serait pratiquement tous les ans. Vous voyez bien la mécanique. Et elles sont à la fois plus fréquentes et plus intenses. Vous voyez en bas, vous avez aussi l'augmentation de l'intensité. Donc, mais ça, je crois que ce n'est pas la peine d'essayer de vous en convaincre. Les records de chaleur augmentent plus rapidement que la température moyenne. Je crois qu'on l'a tous vécu cet été. C'est quelque chose qu'on quantifie ici, mais c'est quelque chose qui est très clairement établi. Pour les pluies torrentielles, parce que souvent ces vagues de chaleur se terminent par des pluies torrentielles et des vagues de chaleur, eh bien là aussi, c'est bien documenté, enfin disons les projections nous montrent, voilà, on parle aussi de quelque chose qui survenait une fois tous les 10 ans, eh bien maintenant c'est 30% plus fréquent, pratiquement, disons à 2 degrés, 70% plus fréquent, plus intense et plus fréquent, vous voyez, et pratiquement 3 fois plus fréquent à 4 degrés. Donc ce problème de pluie torrentielle
ce n'est pas une surprise pour le climatologue. Il y a plus de vapeur d'eau dans ces nuages, c'est plus chaud, bon voilà. Donc c'est des mécanismes, c'est relativement simple la climatologie quand on essaye d'y réfléchir. Après, ça devient compliqué dans les détails, mais au premier ordre, ce sont vraiment des choses relativement simples. Et c'est vrai que François parlait de la fresque du climat, mais c'est vrai que c'est un peu dans cet esprit que la fresque du climat s'est développée. Disons, de faire comprendre le lien entre notre vie de tous les jours et ce réchauffement climatique. On voit les mécaniques sont assez relativement simples. Alors, peut-être tout aussi important que les pluies torrentielles, c'est la répartition des précipitations. Ça, c'est important. Donc, là, c'est l'Europe. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler, par exemple, l'été. Bon, alors, il y a, disons, sur la partie nord de l'Europe, en vert, c'est des régions où les précipitations ont tendance à augmenter. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En particulier l'hiver, c'est plus des risques d'inondations supplémentaires. Par contre, l'été, eh bien, ces précipitations ont plutôt tendance à diminuer de façon importante sur le pourtour méditerranéen, et en particulier l'été. Alors j'y reviendrai pour la France, mais donc, il y a des conséquences sur l'agriculture, donc sur les feux de forêt. Voilà. C'est un graphique que je montre presque depuis 15 ans. Donc voilà, les risques de feux de forêt, c'est le risque de feux de forêt, disons, d'ici 2050, dans un climat où on serait... scénario 1B, enfin en 2050, vers 2 degrés, un peu plus après. Eh bien, les zones en rouge, alors si je vous montre la carte d'aujourd'hui, ce sont des niveaux de risque, eh bien, pas de surprise, l'Espagne, disons, le pourtour méditerranéen est déjà à risque rouge, donc, disons, à risque maximum par rapport aux feux de forêt. C'est une surprise pour personne. Mais vous voyez sur cette carte, ce que nous dit cette carte, c'est que des régions comme le centre et l'ouest de la France, qui n'étaient pas à risque par rapport aux feux de forêt, le deviennent. Et ça, on commence à le vivre. Donc c'est ça, et ça c'est une carte que je montre depuis 15 ans, je peux dire, enfin voilà, donc c'est vraiment, parce que la conjonction, on le vit, c'est pas la peine de, disons, la conjonction de vagues de chaleur et de périodes de sécheresse favorise, une fois que le feu est parti, évidemment, favorise son extension. Évidemment, le vent joue aussi pour beaucoup, il n'y a pas de problème, mais disons que sécheresse et température élevée sont des ingrédients qui favorisent l'extension des feux de forêt. Par rapport à la santé, bon, je vous ai parlé effectivement de cet été, mais c'est des choses aussi bien documentées, à plus 3 degrés, par rapport aux événements extrêmes, par exemple. Actuellement, alors en moyenne, c'était des chiffres pour la dernière décennie, un Européen sur 20 fait en moyenne face à un événement extrême chaque année. Ça a été beaucoup plus cette année, puisque l'Europe de l'Ouest, pratiquement tout le monde a eu des canicules, sur une large partie de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, en moyenne, ce serait 2 Européens sur 3 dans la deuxième partie de ce siècle qui feraient face à des événements extrêmes. Et en termes de décès, même avec l'adaptation, eh bien, ça pourrait être multiplié par 20, 30, 40, c'est-à-dire alors on est plutôt à 3000 en moyenne. Alors, on est encore déjà, alors voilà, donc cet été en Europe, c'est plutôt 25 000, donc 11 000 en France. Alors, on n'est pas au niveau de 2003, mais c'est loin d'être négligeable. Donc, disons, ces problèmes de santé sont quand même au cœur aussi des conséquences du réchauffement climatique. Santé de notre santé, mais d'une certaine façon, santé de la nature qui nous entoure, qui souffre énormément du réchauffement climatique. Alors, la France, je ne veux pas être trop long, la France, on n'échappe pas au réchauffement, on le vit, voilà, ce n'est pas forcément les mêmes années qui sont les plus chaudes, mais on a le même diagnostic, les dernières années ont été les plus chaudes depuis 150 ans. Alors, vers quoi allons-nous? Pas de surprise, c'est décliner les conséquences des rapports du GIEC sur la France. En termes de température, le scénario émetteur, eh bien, voilà, ça peut aller jusqu'à près de 6 degrés l'été. Le réchauffement est plus important l'été que l'hiver. Et normalement, mais ce n'est pas ce qui s'est passé cet été, vous voyez, un peu moins accentué sur le nord-ouest que sur le sud-est. Donc, mais c'est pas la carte de cette année, c'est plutôt, bon, je l'ai pas là, mais ça serait intéressant de la montrer. C'est plutôt, disons, une partie sur la partie ouest de la France où le réchauffement était plus important que les vagues de chaleur ont été plus importantes par rapport à leur moyenne, en tout cas, que sur le sud-est de la France. Les précipitations, eh bien, sur la partie nord de la France, elles seront en moyenne pas trop affectées. Un peu plus l'hiver, ce qui n'était pas le cas l'hiver dernier, un peu moins l'été.
mais sur le sud de la France, eh bien, elles vont diminuer. La carte que je vous ai montrée pour l'Europe le montrait de façon très claire, en particulier l'été. Alors, les événements violents, il y a ces événements méditerranéens, donc, c'est-à-dire ce sont, bon, généralement c'est justement à l'automne, il n'y a pas encore eu d'événements trop importants pour le moment, mais voilà, disons, la Méditerranée restant très chaude, eh bien, il y a s'il y a des masses d'air qui viennent de la Méditerranée, qui vont buter contre les contreforts des montagnes ou des collines, ou même dans les plaines qui stagnent, eh bien, ce sont des précipitations très importantes sur une période courte, et on connaît ces événements chaque année. Donc ça touche en particulier le pourtour méditerranéen, d'où leur nom. Alors les pluies seront plus intenses également en France, ce qui est vrai à l'échelle planétaire, l'est aussi chez nous. Les sécheresses météorologiques, parce que ce sont des choses qui étaient... Bon, on voit qu'on parle de sécheresse météorologique, c'est la durée des périodes sans précipitation. Donc, et cette durée augmente, et elle est appelée à augmenter. Ça, là aussi, on le voit bien. Disons des sécheresses à répétition. Voilà, ça y compris dans l'ouest de la France. C'est voilà, sud-ouest, bassin aquitain et l'ouest de la France, Bretagne, Pays de Loire. Donc c'est aussi ce qu'on a connu cette année. Alors un point qui est très important parce qu'on a beaucoup de mal, mais bon, pour ceux qui lisent Le Monde aujourd'hui, c'est très bien expliqué encore une nouvelle fois, c'est cette idée que beaucoup de gens ont, que si les précipitations ne changent pas en moyenne annuelle, on n'a pas de problème, tout va bien. Eh bien non. Même dans le nord de la France, on n'aura pas, dans ces modèles, on n'a pas vraiment de modification des valeurs de la quantité de précipitations totale. Eh bien, le débit des fleuves et des rivières diminuera de 20, 30, 40%. Tout simplement parce que l'évaporation joue un rôle énorme. Il y a un très bel article aujourd'hui dans Le Monde, enfin ça s'appuie sur un article de collègues, sur les sécheresses agricoles, c'est-à-dire dans les sols, c'est remarquable. Donc, même s'il y a des précipitations, les sécheresses seront là. Et c'est pareil, et la recharge des nappes sera affectée de 20-30% également. Donc il faut... Alors évidemment, c'est bien pire dans le sud de la France, où les précipitations sont appelées à diminuer. Mais même dans le nord de la France, j'ai pas mal travaillé sur notre bassin, le bassin Seine-Normandie. Je me suis occupé d'adaptation, enfin je présidais un comité scientifique pour le bassin Seine-Normandie. C'est vrai que les gens ont du mal à croire ça, mais c'est une réalité. En particulier, le monde agricole est assez imperméable à ce problème d'évaporation. Donc soyons clairs. Voilà, donc ce sont des conséquences. Voilà, sur l'agriculture, bon, dans les territoires, donc il y a des conséquences, mais il y a aussi des opportunités. L'agriculture peut continuer peut contribuer à l'atténuation, il y a une nécessité d'adaptation, il y a des opportunités, stockage du carbone sur les territoires, la méthanisation, le développement des renouvelables, c'est sur les territoires que ça se passe, j'aime bien en parler aussi. Voilà, il y a un rôle clé dans les prochaines décennies des territoires. J'ai plutôt centré sur l'agriculture, mais c'était vraiment c'est cette idée que, bien sûr, les villes, les métropoles émettent 70% des gaz à effet de serre, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités de développement et je pense vraiment que ce réchauffement climatique peut être une opportunité pour les territoires. Mais il faut la saisir, il faut y croire. Par exemple, sur le renouvelable, sur le stockage du carbone, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il ne faut pas baisser les bras, c'est peut-être un message. Alors, par exemple, bon, un cas de, disons, l'agriculture, eh bien, disons, les rendements de blé ont augmenté de façon continue jusqu'au tournant de ce siècle, et puis depuis une vingtaine d'années, ils stagnent. Et en fait, mes collègues de l'INRA, eh bien, attribuent, en tout cas pour partie, cette stagnation justement à ces sécheresses à répétition, c'est-à-dire il y a un peu moins de précipitations, il n'y a pas moins en moins de précipitations, il n'y a pas non plus le feu, il y a toujours de la pluie, c'est pas ce que je veux dire, mais ça se sent, d'après mes collègues, il y a une partie qui est vraiment liée, qui est vraiment due au climat, donc disons en fait à un peu moins de précipitations, à des sécheresses un peu plus longues, comme on a vu d'ailleurs sur les années récentes. L'élévation du niveau de la mer, bon, allez, ça c'est mon pays préféré, la Bretagne, mais voilà, j'étais à Nantes, j'ai gardé la figure, bon voilà, je centre maintenant sur Nantes. Alors l'élévation du niveau de la mer, il y a un point très important, c'est l'inertie. Donc elle est liée, je vous l'ai dit, au réchauffement de l'océan qui se dilate et à la fonte des glaces.
dans le cas d'un scénario émetteur, on pourrait atteindre 1 mètre d'ici la fin du siècle. Le problème, c'est que dans ce cas-là, eh bien, ça se poursuit et à échéance non pas de quelques siècles, voire d'un millénaire, eh bien, disons, on pourrait atteindre 2 à 3 mètres à la fin du siècle prochain, et puis, à échéance de quelques siècles, la fonte du Groenland, qui constitue 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, pourrait être complète. Donc on pourrait, et le problème, c'est que c'est maintenant qu'on en décide, c'est-à-dire c'est vraiment au cours des prochaines décennies qu'on va décider de l'élévation du niveau de la mer pour les siècles prochains. Parce que si on se met sur des trajectoires qui nous maintiennent au-delà de 3 degrés pendant des très longues périodes, ce risque est vraiment là. Pourquoi j'en parle? C'est pour ça. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver, mais c'est aujourd'hui qu'on en décide, donc collectivement. Bon, ça, ce sont des zones inondables. Alors, les autres, bon, ce qu'on montre, ça, c'est à plus 1 mètre. Vous voyez, donc, eh bien, ce sont des zones inondables. Alors, elles sont inondables de façon temporaire, mais on voit bien que bon, si vous avez un habitat qui est inondé même une fois tous les 3 ou 4 ans, alors, disons, avec, je n'ai pas montré toutes les cartes, mais si on montre ces zones, il y a déjà des zones inondables actuellement, de submersibles, on parle. Lié au moment des grandes marées, bien sûr, des tempêtes. Ça se produit à des moments précis de l'année. Mais simplement, eh bien, si vous augmentez en moyenne, ce qui sera le cas en 2050, d'au moins 20 cm, peut-être donc 1 mètre, mais en tout cas 50 cm supplémentaires à la fin du siècle, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, et d'ailleurs les tempêtes risquent de devenir plus importantes, eh bien, ces zones submersibles deviennent plus importantes. Des zones qui ne sont pas à risque actuellement le deviennent. C'est le message. Ça ne veut pas dire... Voilà. Donc, ces régions ne sont pas sous la mer constamment, même à plus 1 mètre. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous comprenez bien. Il y a des risques d'inondation. Donc, je vais arrêter avec les conséquences pour vous dire ce qui semble évident, et ce qui semble évident pour tout le monde, ne rien faire n'est pas une solution. Alors ça, tout le monde le sait depuis le début. Disons, le premier rapport du GIEC, c'est 90. 92, c'est la Convention climat. Convention de bon sens. On va stabiliser l'effet de serre de façon à stabiliser le climat, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conséquences dangereuses. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré, mais voilà, on va stabiliser. Donc, il y a 3 accords. Donc, cette convention climat se réunit tous les ans. C'est ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties. Elles se réunissent tous les ans. Alors, il y a des années plus importantes que d'autres. Il y a 3 accords. Le premier, c'est le protocole de Kyoto en 1997. Ce protocole de Kyoto, il va dans le bon sens. Déjà, alors, évidemment, pour stabiliser le climat, il faut diminuer les émissions. Le message est très clair, puisque pour stabiliser l'effet de serre, il ne faut pas émettre plus de gaz à effet de serre que la végétation et l'océan sont capables d'en absorber. C'est toujours du bon sens, c'est relativement simple. Et ça, voilà, il faut diminuer les émissions. Le protocole de Kyoto va dans le bon sens puisqu'il invite, ce n'est pas contraignant, les pays développés à diminuer leurs émissions de 6%, 5 à 6% par rapport à 90 sur la période 2008-2012. Ça, c'est le protocole de Kyoto. C'est un échec, 2 raisons très claires. Une géopolitique, l'élection de George Bush. Je pense que si Al Gore avait été élu en 2000, on serait peut-être dans un monde un peu différent. Et les États-Unis ne s'engagent pas dans le protocole de Kyoto et ça fait un peu tâche et ça entraîne aussi, disons, un échec du protocole. Et puis personne n'avait vraiment imaginé que l'émergence de la Chine a pratiquement triplé ses émissions dans les années 2000, plus précisément entre 2000 et 2012. Mais vous voyez, donc la Chine, en termes d'émissions de CO2, est passée devant les États-Unis en 2005. Les gens n'avaient pas vraiment imaginé ça. Le résultat net, c'est que il y avait plus d'émissions en 2008-2012 qu'en 90. C'est un échec. Deuxième échec, on est à Copenhague, 2009. Là, l'objectif, c'est d'avoir un accord ambitieux donc pour la période suivante, 2013-2020. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. On comprend bien. Là aussi, c'est un échec. Il y a la crise économique. Il n'y a pas de vraie volonté. En fait, dans cette deuxième période du protocole de Kyoto, enfin la période 2013-2020, on l'appelle comme on veut, ce n'est pas très grave, eh bien, il n'y a que l'Europe et quelques autres pays qui s'engagent de façon contraignante. Donc, enfin, disons, avec des objectifs chiffrés, je dirais. C'est le cas de l'Europe. L'Europe s'était engagée, ce qu'on appelle les 3 x 20 en particulier, à diminuer ses émissions de 20% des gaz à effet de serre, et ça a été respecté. Donc, mais en fait, les pays qui se sont vraiment engagés ne représentent que 15% des émissions, on voit l'échec. Arrive l'accord de Paris, le 3e. Donc là, on est en 2015, et la Convention climat change son fusil d'épaule.
le constat est clair, ça ne marche pas d'essayer de fixer des objectifs pour les pays développés, leur dire c'est ça que vous devriez faire. Donc on prend l'approche inverse et la Convention climat demande, non pas simplement aux pays développés, mais à l'ensemble des pays, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils accepteraient de faire pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'adaptation, ou à l'adaptation. C'est ce qu'on appelle les engagements de l'accord de Paris. C'est intéressant parce que dans la mesure où ces engagements ne sont pas discutés, tous les pays les ont mis sur la table, il y a pas, personne ne remet en cause les engagements, il y en a qui sont ambitieux, il y en a qui ne le sont pas, c'est très clair, c'est facile à analyser, mais ça veut dire que tous les pays actuellement, et c'est la force de l'accord de Paris, c'est son universalité. C'est-à-dire que tous les pays de la planète, sauf un ou deux petits pays, l'ont ratifié. C'est une force, il faut bien se rendre compte. Alors, il y a un deuxième aspect très important dans l'accord de Paris, c'est qu'on passe d'un objectif qualitatif, stabiliser l'effet de serre, à un objectif chiffré. C'est la première fois vraiment, on en a parlé à Copenhague, disons, mais là c'est formalisé. Alors pourquoi? C'est du bon sens. En gros, qu'est-ce qu'on doit faire, je pense? C'est finalement limiter le réchauffement climatique de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la deuxième partie de ce siècle, et au-delà bien sûr. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'on ne parle plus des générations futures. Ça, c'est quelque chose qu'il faut abandonner. C'est bien les jeunes d'aujourd'hui dont on parle. Donc, voilà, ceux qui seront là après 2050. D'ici 2050, c'est joué. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. On est quasiment certain qu'ici, il y aura 1 degré de plus en moyenne, plus de vagues de chaleur. Disons, c'est joué. C'est clair. Mais donc, disons, à Paris, on a mis l'accent sur une limite à 2 degrés, bien en-delà, mais les pays les plus vulnérables ont insisté pour dire 2 degrés, chez nous, ça risque déjà d'être trop. Des pays, par exemple, côtiers, des pays déjà très chauds. Et a été, disons, la Convention climat invite le GIEC à faire un rapport sur ce qu'on appelle que serait le climat si on limitait le réchauffement climatique, que seraient les conditions de vie si on limitait le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et le diagnostic est vraiment très clair. Ça serait beaucoup plus facile, en tout cas plus facile, de s'adapter à un réchauffement limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Je sais, mais c'est très difficile d'accepter l'idée qu'un demi-degré ça compte. Mais je vous assure, il faut bien comprendre qu'on n'a pris qu'1 degré, on a déjà un climat différent, même de celui que moi j'ai connu dans ma jeunesse, c'est très clair. Disons, on le sent, on le perçoit. Donc il faut arrêter avec cette idée, 1 degré c'est rien. Si 1 degré en moyenne globale, c'est un climat différent. Et la perception est là actuellement. Donc oui, le message est très clair, ça serait plus facile de s'adapter à 1,5 degré, à 1,5 degré. Et cela s'est passé dans les textes, puisque à la dernière COP, on était à Glasgow, donc moi je suis allé à toutes les COP depuis 20 ans, donc à Glasgow, le pacte de Glasgow nous dit que, il faut prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en moyenne planétaire. Et là aussi, on le comprend, si on veut stabiliser le climat, il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter. C'est ce que de façon simple on appelle neutralité carbone. Après, pas rentrer dans les détails. Et je crois qu'on comprend bien que plus vous allez avoir une ambition forte en termes de niveau de stabilisation, plus rapidement il va falloir atteindre neutralité carbone. Les chiffres sont là, disons si on vise 2 degrés, on peut se contenter d'avoir neutralité carbone en 2070-2080 à l'échelle planétaire. Mais, et ça c'est inscrit dans le pacte de Glasgow, si on veut 1,5 degré, une condition nécessaire, alors pas forcément suffisante, mais nécessaire, c'est de passer autour de neutralité carbone en 2050. Donc c'est très clair, donc on associe chaque niveau de stabilisation à un passage vers la neutralité carbone. Et voilà, donc et c'est là où nous en sommes actuellement. Alors, pour atteindre neutralité carbone en 2050, on voit bien qu'en 30 ans, ce n'est pas si simple. Donc on ne va pas baisser les bras quand même tout de suite, mais c'est quand même un changement fondamental de mode de fonctionnement de nos civilisations. C'est très clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait,
où en sommes-nous actuellement? Donc les engagements, je vais y revenir, les engagements, voilà, on demande aux gens ce qu'ils veulent faire, on fixe des objectifs, mais il n'y a aucune raison que les engagements soient à la hauteur des objectifs. Et c'est le cas, malheureusement, mais c'était gagné d'avance. C'est-à-dire, les engagements actuellement de l'accord de Paris nous emmènent, je dirais, on appelle ça le scénario intermédiaire, vers un réchauffement de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est mieux que les 4, disons, on parle de moins en moins des 4 à 5 degrés dont on parlait il y a une vingtaine d'années. Il y a quand même des choses qui se font, et on est plutôt parti vers 3 degrés, enfin, on peut si on atteint vraiment neutralité carbone, il ne faut pas. Mais actuellement, donc on est plutôt parti vers 3 degrés, ça serait très très dur pour les jeunes d'aujourd'hui de s'y adapter, je vous assure. On sait, et ça montre l'urgence, on a déjà 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. C'est-à-dire, si on voulait avoir des chances de rester sur 1,5, il faut, en gros, on va vers plus 15% d'émissions en 2030 par rapport à 2015, et il faudrait les diminuer de 40%. Donc c'est pratiquement un facteur 2 en trop. Il y a 2 fois trop. Et donc vous voyez bien, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est ça qui est important. C'est le message, c'est pas, bon, on verra plus tard. Non. Si on veut... Alors, évidemment, il faut bien comprendre que ce qu'on va faire au cours de cette décennie ne va pas modifier le réchauffement de la prochaine décennie. Je le redis, c'est joué parce que c'est l'accumulation qui compte. Donc, mais c'est essentiel pour l'après 2050. C'est ça. Voilà. L'urgence d'agir aujourd'hui, elle est pour effectivement permettre aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement. C'est bien le message. Le réchauffement, il est inéluctable maintenant. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter. C'est très important, puisqu'on ne peut pas, il faut, disons, en être conscient. Donc, où en sommes-nous actuellement? Donc, c'est un peu ce que j'ai dit. Voilà, il y a aussi peut-être une absence de solidarité. Donc, on avait promis les pays développés 100 milliards de dollars chaque année, aider les pays en voie de développement, et on n'a pas réussi à tenir cet engagement. Il faut bien voir, donc, il manque 20 milliards à un moment où nos économies, les pays développés, ont investi 3 000 milliards en 2020 pour faire face aux problèmes posés par la pandémie en termes d'activité économique. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais on voit bien que faire cela, créer 3 000 milliards disons, c'est ce qu'ont fait les banques centrales, créer de la monnaie à ce niveau-là et ne pas être capable d'abonder, disons, de tenir notre promesse, c'est extrêmement décevant. Et actuellement, il y a une très grande défiance des pays en voie de développement par rapport à notre capacité d'action. C'est très clair et on les comprend. Donc, bon, peut-être un peu, je vais terminer sur ce qu'il faut faire au niveau, bon, peut-être plus concrètement. Alors, la meilleure façon, c'est de regarder comment on fait, comment nous émettons. Voilà, en France, transport, ce sont les chiffres les plus récents. Donc, il y a transport, et ça augmente le transport. Disons, les chiffres d'il y a 10 ans, c'était 26% des émissions, le transport. Le transport, c'est la partie qui augmente. Il y a 3 autour de un peu moins de 20%, habitat, industrie et agriculture, l'énergie et les déchets. Tout ça, vous trouvez les chiffres, vous allez sur tous ces chiffres, ce sont des chiffres officiels que vous trouvez sur le ministère. Alors, ce qui est intéressant, et c'est le cas pour la France, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, cette neutralité carbone à 2050, elle est formalisée en 2018, elle est confirmée l'an dernier, et elle est confirmée dans le 6e rapport du GIEC. Ce qui est intéressant, c'est que 3 ans après, eh bien, il y a 120 pays qui, d'une façon ou d'une autre, ont affiché neutralité carbone à horizon 2050 dans leurs objectifs. La Chine a affiché 2060, l'Inde 2070, l'Arabie saoudite également. Donc, dans les textes, ce n'est pas si mal. Le problème, c'est un peu ce que j'ai souligné, c'est qu'en fait, on a le sentiment que, disons, ces objectifs s'appuient effectivement sur le diagnostic du GIEC, on ne fait pas de recommandations, mais dans la réalité, eh bien, il y a vraiment un fossé entre ce qu'affichent les pays et la réalité. C'est vrai à l'échelle planétaire, c'est vrai chez nous aussi. Il faudra aller 2 à 3 fois plus vite dans la réduction des émissions pour tenir nos engagements. Donc, c'est bien là où nous en sommes actuellement. Donc, en fait, on a une stratégie nationale bas carbone. Vous pouvez aller voir sur le site, ça c'est sur le site du ministère. Un point que je veux souligner, parce que je soulignerai, le terme sobriété, cette stratégie bas carbone, elle existe depuis 4 ou 5 ans, 4 ans je pense.
Donc elle se met en place après la loi, disons la deuxième loi climat. Eh bien, vous y trouvez le terme sobriété. Donc ce terme sobriété, on va le retrouver aussi dans les recommandations des citoyens. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à en parler sérieusement, non pas à cause du problème climatique, mais à cause, enfin, il y a un lien évidemment, non pas à cause du problème climatique, mais à cause des problèmes posés par l'approvisionnement d'énergie. Et c'est extrêmement regrettable. Il aurait fallu que nos édiles parlent de sobriété bien avant. C'est très clair. Ça, donc, et on l'a fait, moi je n'arrête pas de parler de sobriété, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas moi qui en parle, c'est le ministère qui en parle. Là, hein. Mais voilà, on met ça sous le boisseau et surtout on évite de parler de sobriété. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a eu, voilà, il y a beaucoup d'articles sur la sobriété aujourd'hui, mais il aurait été mieux d'en parler plus tôt et en fonction du réchauffement climatique, pas simplement d'approvisionnement d'énergie. Voilà, donc on sait ce qu'il faut faire, mais vous voyez là, c'est bien de parler de 2050, hein, mais donc il y a une feuille de route hein, dans les différents secteurs, les 6 secteurs que je vous ai mentionnés, vous voyez. Donc, alors il y en a qui prennent des photos, s'il y en a qui veulent la présentation, je vais la laisser sur le site, hein, vous allez la prendre, je pense que vous aurez le droit de la prendre. Hein, donc n'hésitez pas. Et utilisez-la, n'hésitez pas, hein, je vous encourage. Voilà, mais je pense que si vous la voulez, elle sera accessible. Voilà, donc ça vous donne des chiffres de ce qu'il y a à faire. Et là, c'était moins 40%. Et donc, l'objectif européen est passé à moins 55%, donc ça devrait être plus ambitieux. Mais vous voyez, le bâtiment, il faudrait diviser par 2 nos émissions. Voilà, donc je vais pas trop aller trop loin, mais voilà, donc disons, quand on parle de planification écologique, c'est ça la planification écologique. Il suffit de respecter la feuille de route de la stratégie nationale bas carbone. Est-on capable de le faire? J'aimerais bien, mais malheureusement, je crains qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc j'ai bien aimé, et je souhaite le redire, donc les propositions. Donc j'ai participé à la Convention citoyenne, et vraiment la Convention citoyenne pour le climat est très riche en propositions. Mon regret est effectivement qu'il n'y a que 20% de ces propositions qui ont été prises sérieusement en compte dans la loi. Je suis persuadé que si les propositions avaient été prises en compte sérieusement, eh bien nous serions en meilleure position pour, disons, respecter les objectifs que nous avons inscrits dans la loi, parce que c'est ça qui est, disons, voilà, donc c'est ma conclusion, et quand même, donc, alors, ce dont n'ont pas discuté les citoyens, c'est l'énergie, parce que ils ne voulaient pas discuter d'énergie. Il y a eu un très beau rapport, on pourra en discuter ceux qui veulent, sur du rapport RTE. Et je voudrais conclure quand même vers les jeunes pour dire simplement, et ce sera ma conclusion, que cette transition, c'est une opportunité. Il faut se placer dans la perspective que cette transition se fera. Il faut bien comprendre que si elle ne se fait pas, c'est accepter l'idée que le réchauffement se poursuive indéfiniment. Et ça, c'est difficilement acceptable. Donc si on se place dans la perspective où alors elle ne se fera probablement pas assez vite par rapport à ce que j'ai discuté aujourd'hui, je ne suis pas naïf, mais elle se fera. Donc c'est vraiment un encouragement à l'action, sachant que pour les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, l'action, c'est aussi beaucoup d'inventivité, je crois quand même d'innovation, pas simplement d'innovation technique, d'innovation sociétale, d'innovation dans l'organisation de notre vie, dans les relations avec les gens. C'est ça la transition, c'est bien ça. Donc, et que cette transition, eh bien, une fois qu'ils l'auront réussi, parce que je l'espère, c'est pas si simple, je ne serai probablement plus là, mais finalement, le monde d'après, il est plutôt un monde, disons, de qualité de vie. D'abord, on ne le réussira pas sans solidarité, il ne faut pas se leurrer, hein, et donc c'est probablement un monde plus apaisé, et aussi, bien sûr, la qualité de vie est probablement meilleure sans, disons, voilà, disons, l'utilisation des combustibles fossiles, clairement, on n'ajoute pas à la qualité de vie, ni en termes de pollution sonore, ni en termes de pollution urbaine. C'est très clair que, disons, la qualité de vie peut être au rendez-vous, et donc c'est plus un message d'action. Donc je sais la difficulté, mais c'est vraiment un dixième de degré, ça compte, et il y a beaucoup de choses à faire, et je vous engage à le faire, parce que c'est vrai dans notre vie de tous les jours, hein, se loger, se nourrir, se déplacer. C'est vrai aussi dans notre vie professionnelle. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire « le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire ». Voilà, merci beaucoup.